130 milliards de francs. Pas perdu dans une crise mondiale. Pas évaporé dans un krach boursier. Englouti. Délibérément. Sous les yeux d'un président qui savait exactement ce qui se passait et qui a choisi de se taire. C'est l'histoire du Crédit Lyonnais, la plus grande faillite bancaire de toute l'histoire de France. Un désastre financier si colossal que l'État a mis 20 ans à rembourser les dettes. 20 ans pendant lesquels vous avez payé. Vos impôts, vos taxes, votre travail. Et pendant ce temps, les hommes qui ont orchestré ce pillage dormaient tranquilles, protégés, blindés par un réseau qui montait jusqu'à l'Élysée. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes n'est pas une théorie. Ce sont des faits, des documents, des noms, et une question à laquelle personne n'a jamais voulu répondre clairement. Mitterrand savait-il? La réponse va vous mettre en colère. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser 3 questions. 3 questions auxquelles vous n'avez pas encore les réponses, mais vous les aurez. Toutes. Avant la fin de ce documentaire. Première question. Pourquoi Jean-Yves Aberer, l'homme nommé personnellement par François Mitterrand à la tête du Crédit Lyonnais en 1988, a-t-il accordé des milliards de crédits à des projets manifestement condamnés, sans que personne à l'Élysée ne tire le signal d'alarme? Deuxième question. Qui, exactement, dans l'entourage immédiat du président, a bénéficié de ces flux d'argent incontrôlés? Quel nom figure dans les dossiers que la justice a mis des années à ouvrir et que certains auraient préféré ne jamais voir ouverts? Troisième question. Pourquoi, lorsque la Cour des comptes a commencé à pointer les anomalies dès 1992, le gouvernement a-t-il attendu avant d'agir? Et à qui profitait ce délai? Je vais répondre à ces 3 questions. Mais d'abord, je dois vous donner un contexte. Parce que pour comprendre comment 130 milliards de francs ont pu disparaître au nez et à la barbe de la République française, il faut remonter à une époque où tout semblait possible. Une époque où un homme était convaincu que l'État pouvait tout contrôler. Même les banques. Surtout les banques. Paris. Mai 1981. La gauche arrive au pouvoir pour la première fois depuis 23 ans. François Mitterrand entre à l'Élysée avec une conviction profonde, presque idéologique. L'État doit reprendre le contrôle de l'économie, contrôler le crédit, orienter les investissements, diriger les grandes banques comme on pilote une flotte de guerre. En 1982, le gouvernement Mauroy nationalise 42 banques. 42. Du jamais vu en temps de paix dans une démocratie occidentale. Le Crédit Lyonnais devient, du jour au lendemain, un instrument de la politique économique de l'État, un bras armé financier. Et comme tout bras armé, il obéit aux ordres. Le problème, c'est que les ordres vont bientôt dépasser l'entendement. En 1988, le Crédit Lyonnais est la 3e banque mondiale par le total de bilan. Oui, 3e mondiale. Derrière seulement les géants japonais de l'époque. C'est vertigineux. Et c'est, déjà, le premier signe que quelque chose ne va pas. Parce qu'une banque française publique ne devient pas la 3e banque mondiale. En 7 ans, grâce à une gestion prudente, elle le devient en prenant des risques fous. En 1988, Mitterrand est réélu. Il nomme Jean-Yves Aberer à la tête du Crédit Lyonnais. Aberer, énarque brillant, inspecteur des finances, proche du pouvoir socialiste. Un homme de réseau. Un homme qui comprend ce qu'on attend de lui. Sous sa direction, la banque va se lancer dans une politique d'expansion délirante. Des milliards accordés à des promoteurs immobiliers douteux. Des financements à des conglomérats hollywoodiens. Le rachat de la MGM par Giancarlo Paretti, financé par le Crédit Lyonnais pour 1,3 milliard de dollars, restera dans les annales comme l'une des opérations les plus catastrophiques de l'histoire bancaire française. Des prêts à des entrepreneurs italiens peu recommandables. Des participations dans des sociétés qui ne valent rien. Et pendant tout ce temps, à l'Élysée, on sait. On ne peut pas ne pas savoir. Le Crédit Lyonnais est une banque publique. Ses comptes sont audités. Ses risques sont suivis. Des fonctionnaires du Trésor siègent dans ses organes de surveillance. Sauf que les rapports négatifs ont une fâcheuse tendance à rester dans des tiroirs. Et que la Cour des comptes, dès 1991 et 1992, commence à envoyer des signaux d'alarme que personne ne semble vouloir entendre. Mais ce que personne ne savait encore en 1992,
c'est que l'affaire du Crédit Lyonnais n'était pas une simple histoire d'incompétence bancaire. C'était autre chose. Quelque chose de plus sombre, de plus organisé. Quelque chose qui impliquait des noms qu'on ne prononce pas, facilement dans les dîners en ville. Voici ce que l'histoire officielle vous a raconté. Le Crédit Lyonnais a coulé à cause d'une gestion hasardeuse, des directeurs trop ambitieux. Une époque d'euphorie financière. La bulle immobilière des années 90. Erreurs humaines. Rien de plus. Maintenant, voici ce que l'histoire officielle ne vous a pas raconté. En 1992, alors que les premières informations sur l'état réel des comptes du Crédit Lyonnais commencent à filtrer dans les cercles du pouvoir, une décision est prise. Une décision que l'historien économique Christian Chavagneux qualifiera plus tard de choix politique délibéré, ne pas alerter publiquement, ne pas agir immédiatement. Pourquoi? Parce que les élections législatives de mars 1993 approchent et révéler que la banque publique la plus emblématique de la gauche est en train de s'effondrer. Ce serait une catastrophe électorale. Alors on attend. On laisse la gangrène s'étendre. Et pendant qu'on attend, le trou se creuse. Chaque mois qui passe, chaque semaine de silence coûte des milliards supplémentaires aux contribuables français. Des milliards que vous finirez par payer. Que vos parents ont payé. Que certains d'entre vous paient encore, via la fiscalité, sans jamais avoir su pourquoi. Le coût final du sauvetage du Crédit Lyonnais, selon les estimations les plus rigoureuses, entre 130 et 150 milliards de francs. Soit, en euros constants, l'équivalent de plus de 20 milliards d'euros. Une somme qui aurait pu construire des dizaines d'hôpitaux, financer des années de recherche médicale, rénover des milliers d'écoles. À la place, elle a servi à combler les erreurs et les complicités d'un système bancaire sous perfusion politique. Et pourtant, ce n'est pas le plus troublant. Dans l'entourage immédiat de Mitterrand gravitent des personnages dont les connexions avec le monde financier méritent qu'on s'y attarde. Roger Patrice Pelat, vous connaissez peut-être ce nom. Ami personnel de François Mitterrand depuis leur captivité commune en camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale. Un lien forgé dans l'adversité, indéfectible. Pelat, homme d'affaires prospère, homme, fréquente les mêmes cercles que les dirigeants du Crédit Lyonnais. Et en 1988, il se retrouve au cœur d'une autre affaire financière, l'affaire Péchinet-Triangle, qui éclabousse directement l'Élysée. L'affaire Péchinet-Triangle, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un cas d'école de délit d'initié. En 1988, le groupe Péchinet rachète la société américaine American Can. Quelques jours avant l'annonce officielle, des achats massifs d'actions sont enregistrés. Parmi les bénéficiaires, des proches du président, dont Pelat. La justice française condamne Pelat. Mais Pelat meurt avant son procès en appel. Et l'affaire, commodément, s'éteint en grande partie avec lui. Je vous ai demandé, au début de ce documentaire, qui dans l'entourage immédiat du président avait bénéficié de ces flux d'argent. La réponse commence à se dessiner. Mais elle est plus vaste que Pelat, bien plus vaste. Voici comment le système fonctionnait. Moi, c'est expliqué simplement. Imaginez que vous possédez une banque publique, donc financée par les citoyens. Vous nommez à sa tête quelqu'un qui vous est loyal. Ce quelqu'un accorde des crédits considérables à des entreprises et des hommes d'affaires qui gravitent dans votre réseau politique. Ces crédits ne sont pas remboursés. La banque accumule des créances pourries. Quand la banque s'effondre, c'est l'État qui paie, c'est-à-dire le contribuable. Les bénéficiaires des crédits, eux, ont depuis longtemps mis leurs actifs à l'abri. C'est ce qu'on appelle la privatisation des profits et la socialisation des pertes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais le pire n'est pas encore arrivé, parce qu'au même moment où le Crédit Lyonnais agonise, une autre machine financière tourne à plein régime dans l'ombre. Une machine qui va révéler l'ampleur véritable de ce système. Une machine dont le nom, à lui seul, fait encore frissonner. Les couloirs du pouvoir. Elle s'appelle Elf Aquitaine. Et elle va tout changer. Ce que je vais vous révéler maintenant n'a jamais été expliqué aussi clairement dans un documentaire francophone. Parce que pour voir le tableau complet, il faut assembler des pièces que les médias mainstream ont systématiquement présentées, séparément. Le Crédit Lyonnais, l'affaire Péchinet et Elf Aquitaine,
3 scandales. 3 affaires distinctes, officiellement. En réalité, un seul et même système. Elf Aquitaine, c'est le joyau pétrolier de l'État français. Une compagnie créée par De Gaulle, développée sous Pompidou, devenue sous Mitterrand. Un instrument d'influence géopolitique d'une complexité stupéfiante. Elf ne vend pas seulement du pétrole. Elle finance des gouvernements africains amis. Elle rémunère des intermédiaires dans toute l'Afrique francophone. Elle entretient un réseau de renseignements parallèles qui sert directement la politique étrangère, de l'Élysée. Et elle finance des partis politiques, en France et ailleurs. Ce n'est pas une hypothèse. C'est ce que la juge Eva Joly a documenté ligne par ligne, transfert par transfert, pendant des années d'instruction judiciaire. Voici les chiffres. Elf Aquitaine a détourné, selon les estimations de l'instruction judiciaire, entre 300 et 500 millions d'euros en valeur actuelle, via des commissions occultes, des faux contrats, des comptes dans des paradis fiscaux, Suisse, Liechtenstein, Luxembourg, îles Caïmans. Les bénéficiaires, des dirigeants d'États africains, des responsables politiques allemands. L'affaire a eu un retentissement international, des intermédiaires français, et des flux qui remontaient, selon plusieurs témoins, jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir parisien. Roland Dumas. Vous connaissez ce nom? Président du Conseil constitutionnel de 1995 à 2000. Mais avant cela, ministre des Affaires étrangères de Mitterrand de 1984 à 1993. Son plus proche collaborateur en politique étrangère. Son ami de plusieurs décennies. Roland Dumas est mis en examen dans l'affaire Elf. Il est accusé d'avoir reçu, via sa compagne Christine de Vierjoncourt, intermédiaire rémunérée par Elf, des avantages considérables. Des objets de luxe, des voyages, des œuvres d'art, des flux financiers. Dumas est condamné en première instance, puis acquitté en appel sur des questions de procédure. Mais l'acquittement judiciaire ne signifie pas l'innocence des faits décrits. Et les faits décrits par la juge Joly sont accablants. Ce mécanisme, utiliser une entreprise publique comme caisse noire politique, existe encore aujourd'hui. Il s'habille différemment. Il passe par des marchés publics truqués, des contrats de consulting surfacturés, des intermédiaires basés dans des juridictions opaques. Mais la logique est identique. L'argent public, canalisé dans l'ombre, au service du pouvoir. Derrière les milliards, derrière les noms et les réseaux, il y a des visages. Il y a ce retraité de Lyon, qui avait placé ses économies de toute une vie dans des produits d'épargne distribués par le Crédit Lyonnais. En 1993, quand la banque s'effondre, une partie de ses placements, il est exposé. Il perd des dizaines de milliers de francs. Il ne comprend pas pourquoi. On lui dit que c'est la crise, que c'est la faute des marchés. Personne ne lui dit que c'est la faute de choix politiques délibérés. Il y a les petites entreprises françaises qui n'ont pas obtenu de crédit parce que les capacités de prêt de la banque étaient de mobiliser sur des aventures hollywoodiennes et des participations douteuses à l'autre bout du monde. Il y a les contribuables, vous, dont les impôts ont financé pendant 20 ans le remboursement de dettes contractées dans l'intérêt de quelques-uns. Dans 2 minutes, je vous révèle le nom de la femme qui a failli faire tomber tout le système, et ce qui lui est arrivé quand elle a commencé à tirer les fils. Eva Joly. Ce nom mérite qu'on s'y arrête longuement. En 1994, cette juge d'instruction d'origine norvégienne naturalisée française hérite d'un dossier que personne ne veut toucher. Un dossier sur des commissions occultes, versées par Elf Aquitaine. Un dossier qui, selon toutes les estimations de ses collègues, devrait se régler rapidement, discrètement, avec quelques mises en examen de second rang. Eva Joly n'est pas ce genre de juge. Pendant 7 ans, elle instruit l'affaire Elf avec une minutie, qui terrifie les puissants. Elle convoque des PDG, elle fait perquisitionner des palaces, elle ouvre des comptes en Suisse, elle remonte les filières jusqu'aux bénéficiaires finaux, et ce qu'elle trouve dépasse tout ce qu'elle imaginait. Elf Aquitaine est dirigée à l'époque par Loïc Le Floch-Prigent, nommé par Mitterrand. En 1989, Le Floch-Prigent, homme brillant, ancien dirigeant de Rhône-Poulenc, socialiste de conviction, et homme qui va laisser se mettre en place, sous sa direction, un système de commissions occultes d'une ampleur sans précédent. Alfred Sirven, directeur des affaires générales d'Elf, homme de l'ombre, architecte présumé,
du système de corruption disparaît dans la nature dès que l'instruction devient sérieuse. Il sera retrouvé aux Philippines en 2001. Il sera extradé. Et il parlera. Ce qu'il dira confirme ce que la juge Joly a reconstitué. Elf fonctionnait comme une caisse noire d'État, un instrument de financement politique et géopolitique, opérant en dehors de tout contrôle démocratique. Eva Joly, dans son livre, décrit avec une précision troublante les tentatives d'intimidation dont elle a fait l'objet. Des appels téléphoniques anonymes, des menaces, une pression constante de sa hiérarchie pour qu'elle modère son instruction. Elle résiste, mais à quel prix? À plusieurs reprises, des informations censées être couvertes par le secret de l'instruction se retrouvent dans la presse. Des fuites qui semblent conçues pour perturber son travail et protéger des mises en examen. Sa hiérarchie fait des déclarations publiques qui semblent remettre en cause l'indépendance de ses investigations. Finalement, elle quitte la magistrature française. Elle s'installe en Norvège. Elle entre en politique. Et elle dit publiquement que le système judiciaire français n'est pas structurellement capable de juger les crimes des puissants. Ce n'est pas une déclaration politique anodine. C'est le constat d'une femme qui a passé 7 ans à l'intérieur du système. Revenons maintenant aux 3 questions que je vous ai posées au début. Pourquoi Aberer a-t-il accordé des milliards à des projets condamnés sans qu'on tire le signal d'alarme? Parce que la logique d'Aberer n'était pas bancaire. Elle était politique. Il était là pour déployer un crédit, orienter, servir un réseau, démontrer la puissance d'une banque publique sous contrôle socialiste. Les garde-fous ont été neutralisés par la culture du silence qui entoure le pouvoir. Aberer sera finalement condamné par la justice française. Il écopera d'une amende et d'une peine avec sursis, pour 130 milliards de francs de perte. Faites le calcul vous-même. Qui dans l'entourage du président a bénéficié de ces flux? Les dossiers judiciaires pointent des noms. Dumas pour Elf, Pella pour Péchinet. Et pour le Crédit Lyonnais, les bénéficiaires des crédits douteux forment une liste qui mêle des entrepreneurs proches du Parti socialiste, des intermédiaires de l'ombre, et des opérateurs immobiliers dont certains n'auraient jamais dû obtenir un centime d'une banque sérieuse. Pourquoi a-t-on attendu avant d'agir? En mars 1993, la gauche perd les élections législatives. La cohabitation commence. Édouard Balladur devient Premier ministre, et il hérite du cadavre. Du Crédit Lyonnais. En 1994, le gouvernement crée le CDR, le Consortium de réalisation, une structure publique chargée d'absorber les actifs toxiques de la banque. Une sorte de poubelle financière dans laquelle on déverse les créances irrécouvrables, les participations sans valeur, les rêves brisés d'une banque, qui voulait être la plus grande du monde. Le CDR a fonctionné pendant 15 ans. 15 ans de démantèlement payé par le contribuable. La réponse à la 3e question est donc simple et terrible. On a attendu parce qu'agir avant les élections était politiquement suicidaire. Et parce que certains avaient besoin de temps pour effacer des traces. Et maintenant que vous savez tout cela, une question reste entière, la plus troublante de toutes. François Mitterrand lui-même. Que savait-il exactement? Et quand? Les archives présidentielles, le secret de l'instruction, les témoignages de ses anciens conseillers, tout suggère qu'il était informé. Tout suggère qu'un président aussi intelligent, aussi attentif aux équilibres du pouvoir, aussi impliqué dans la nomination des grands patrons publics, ne pouvait pas ignorer. Mais aucun document ne le montre ordonner directement quoi que ce soit d'illégal. C'est peut-être là le génie, si on peut appeler ça un génie, du système. Les ordres ne s'écrivent pas, les complicités ne se signent pas, elles se comprennent. Revenons aux faits. Nus, sans commentaire. Entre 1988 et 1993, sous la présidence de François Mitterrand, la banque publique qu'il a choisi de diriger par ses propres nominés a englouti entre 130 et 150 milliards de francs de fonds publics. Un réseau tentaculaire, mêlant responsables politiques, dirigeants d'entreprises d'État et intermédiaires de l'ombre, a prospéré pendant ces mêmes années dans l'opacité la plus totale. Et quand les signaux d'alarme ont retenti, ils ont été délibérément ignorés pour des raisons électorales. Des milliers de Français, petits épargnants, PME,
contribuables ordinaires, ont payé la facture sans jamais comprendre pourquoi. Ce qui s'est passé dans les années Mitterrand n'est pas une anomalie, c'est un révélateur. Il révèle ce qui arrive quand on confond l'État et le parti, quand les grandes entreprises publiques deviennent des instruments au service du pouvoir plutôt que de l'intérêt général. Quand la proximité entre le politique et le financier efface la frontière entre le public et le privé. Ces frontières-là sont fragiles. Elles le sont encore aujourd'hui. Les mécanismes ont changé de nom. Les commissions occultes s'appellent aujourd'hui des honoraires de conseil. Les comptes en Suisse ont migré vers Singapour ou Dubaï. Les intermédiaires portent des titres de directeurs généraux de sociétés écrans domiciliés dans des États à fiscalité nulle. Mais la logique, elle, n'a pas changé. L'argent suit toujours le même chemin, des poches publiques vers des mains privées, en passant par le couloir obscur, où la politique et la finance se serrent la main, loin des regards. L'histoire ne se répète pas. Elle bégaye. Et ce bégaiement a un coût. Il se mesure en milliards effacés, en retraites amputées, en services publics sacrifiés, en confiance perdue, peut-être pour toujours, entre les citoyens et ceux qui prétendent les gouverner. Pensez-vous que ce système existe encore? Pensez-vous que des banques publiques, des entreprises d'État, des fonds souverains sont aujourd'hui à l'abri de ces logiques de captation? Dites-le moi en commentaire. Ce débat mérite d'avoir lieu. Il a attendu trop longtemps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie des rares personnes qui refusent d'accepter la version officielle. Cette chaîne existe pour vous. Abonnez-vous, pas pour moi, pour ne jamais manquer la prochaine vérité qu'on a essayé d'enterrer. Laissez un like si ce documentaire vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas ce matin. Et dans les commentaires, dites-moi. Qui, selon vous, tire encore les ficelles aujourd'hui? Suivez l'argent. La vérité est là où personne ne regarde.